Aujourd'hui, on parle de chute. Je suis Mathieu Hung et vous écoutez Très Pharmacien, la balado-diffusion de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. Les renseignements contenus dans la balado-diffusion Très Pharmacien sont donnés à titre informatif et éducatif. Ils ne peuvent pas se substituer à l'avis des professionnels de la santé. Si vous avez des questions sur votre état de santé, consultez un professionnel. Bonjour, chers auditeurs. Selon les dernières données de l'Institut national de santé publique du Québec, les patients âgés de 65 ans et plus représentent plus de 70 % des hospitalisations et plus de 90 % des décès liés aux chutes. On peut donc comprendre l'importance de bien prendre en charge nos patients aînés afin de diminuer le risque de chuter. Mais ce qui rend complexe la prévention, c'est qu'il y a une panoplie de facteurs qui contribuent aux chutes, dont certains problèmes de santé, mais aussi des médicaments inappropriés, d'où le rôle clé du pharmacien dans l'optimisation de la pharmacothérapie. Pour faire le tour du sujet, je reçois Christine Epicane, qui est pharmacienne au CHSLD Reine-Élisabeth de Vigie-Santé. Bonjour Christine. Bonjour Mathieu. Bienvenue à Très Pharmacien. Merci. Donc les chutes, elles ont plusieurs causes, dont les causes médicamenteuses, mais aussi plusieurs conséquences. Je te propose donc de parler de tout ça et surtout des questions qu'on devrait se poser comme pharmacien lorsqu'on a un patient qui a chuté. Est-ce que ça te va? Bien sûr. Donc, pour commencer, les chutes accidentelles, ça peut arriver chez tout le monde. Mais pourquoi est-ce que c'est important de s'intéresser aux chutes? C'est important de s'y intéresser car c'est le type de blessure qui entraîne le plus d'hospitalisation et de décès au Canada, surtout chez les personnes âgées. Donc, selon Santé Canada, entre 2008 et 2019, les hospitalisations pour les blessures causées par les chutes ont augmenté de 36 % pour les aînés qui vivent dans des établissements de santé et de 50 % pour ceux qui vivent à domicile. Aussi, les décès en raison de chutes ont augmenté de 51 % entre 2017 et 2022. C'est quand même des chiffres qui sont assez préoccupants. Et quelles sont les conséquences des chutes qui sont à craindre? Quand quelqu'un chute, on a surtout peur du risque de saignement, des traumatismes crâniens, des fractures. Et en parlant de fractures, on pense à la fameuse fracture de la hanche, qui est la fracture avec le plus haut taux de mortalité, avec 22 % des femmes et 33 % des hommes qui vont en décéder dans l'année qui suit. La moitié des personnes qui vont se fracturer la hanche ne vont jamais retourner à leur pleine capacité. Et quels sont les patients qui sont le plus à risque de chute? On pense surtout à nos personnes âgées, surtout lorsqu'ils ont des plus hauts niveaux de fragilité, mais les femmes sont plus à risque de blessures importantes que les hommes. Et Christine, tu as mentionné la fragilité. Peux-tu nous rappeler en quoi ça consiste exactement? Oui, le regroupement de pharmaciens experts en gériatrie de l'APES décrit la fragilité comme un syndrome clinique caractérisé par une vulnérabilité accrue au stress et une perte des réserves qui peut conduire au déclin fonctionnel et à des répercussions cliniques néfastes allant jusqu'au décès. Les personnes fragiles sont plus à risque de chuter et plus à risque de subir des conséquences liées aux chutes. Puis est-ce qu'il y a d'autres impacts des chutes sur les personnes âgées? Oui, par exemple, une personne qui a déjà chuté peut développer une peur de rechuter qui l'empêcherait de sortir à l'extérieur, par exemple, ou qui limiterait ses activités de la vie quotidienne, ce qui peut entraîner un déconditionnement. Ça peut devenir un genre de cercle vicieux. Okay. Les chutes sont aussi un prédicteur de perte d'autonomie et de placement en hébergement institutionnel. Donc, on a parlé des patients les plus à risque, des impacts, mais quels sont les facteurs de risque des chutes? Il y en a plusieurs. On peut les séparer en 4 grandes catégories. D'abord, on a les facteurs biologiques, par exemple de la faiblesse musculaire, une mauvaise vision, être atteinte d'une maladie neurodégénérative comme la maladie de Parkinson. Il y a aussi les facteurs comportementaux, comme une mauvaise alimentation, une consommation d'alcool, porter des chaussures non adaptées. Ensuite, on a les facteurs socio-économiques, comme un faible réseau de soutien ou avoir un faible revenu. Puis, on a les facteurs environnementaux, par exemple, habiter dans un milieu encombré, avoir un mauvais éclairage dans les escaliers, avoir des surfaces glissantes. Donc, certains de ces facteurs sont modifiables et d'autres non. Donc, il y a quand même plusieurs facteurs de risque différents. Oui. Puis, en parlant des facteurs de risque qui sont modifiables, j'imagine que la prise de médicaments en fait partie. Effectivement, la polypharmacie, c'est un facteur de risque modifiable. Donc, plus on prend de médicaments, plus le risque de chuter est grand. Donc, si on regarde la polypharmacie, la prise de médicaments de façon plus précise, pour commencer, quelle classe de médicaments augmente le risque de chute?
D'abord, on pense à nos psychotropes qui traversent la barrière hémato-encéphalique et qui ont donc un potentiel d'effet secondaire sur le système nerveux central. On pense entre autres aux benzodiazépines, aux antipsychotiques, aux anticholinergiques et aux antiépileptiques. Ensuite, on a les médicaments qui ont un effet hypotenseur, comme les diurétiques, les alpha-bloquants. Puis, on a les médicaments qui augmentent le risque de chute par leurs effets hypoglycémiques. Donc, beaucoup de médicaments antidiabétiques. Donc, il y a vraiment quand même plusieurs classes de médicaments qui peuvent être impliqués. Vraiment. Cependant, il n'y a pas de consensus clair pour établir une liste exhaustive de toutes les classes de médicaments qui augmentent le risque de chute. Mais en tant que pharmacien, je pense qu'on doit considérer que tout médicament peut poser un risque d'effet secondaire pour nos patients et que parmi ces effets secondaires, il y en a plusieurs qui peuvent contribuer au risque de chute. Puis à part les classes qu'on vient juste de mentionner, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont à considérer lorsqu'on évalue un patient qui a chuté? Oui, on va penser à nos médicaments qui vont affecter la santé osseuse. Donc, par exemple, un patient qui fait de l'ostéoporose, on va s'assurer que son traitement est optimisé. Puis, à l'inverse, on va regarder les médicaments qui peuvent avoir un effet nuisible sur la santé osseuse, comme les inhibiteurs de la pompe à protons, les antiacides à base d'aluminium, les anticonvulsivants, les inhibiteurs de l'aromatase, les corticostéroïdes, et il y en a d'autres. On va aussi regarder les médicaments qui augmentent le risque de saignement. Évidemment, on va penser à nos anticoagulants et nos antiplaquettaires. Donc, par exemple, on devrait toujours évaluer le traitement d'une personne sous apixaban pour une thrombose veineuse profonde 3 à 6 mois plus tard, selon le risque de saignement versus le risque de récurrence de thrombose veineuse profonde. Puis, on va aussi penser aux anti-inflammatoires non stéroïdiens qui augmentent le risque de saignement. Cette classe de médicaments devrait d'emblée être évaluée chez la personne âgée parce que non seulement elle a un risque de saignement, mais elle a aussi des effets secondaires au niveau cardiovasculaire et rénal. Il y a aussi des conditions médicales comme l'anémie, l'hypothyroïdie, les douleurs chroniques, les infections qui peuvent influencer le risque de chute. Donc, comme pharmacien, c'est important de s'assurer que la pharmacothérapie de ces conditions est appropriée. Puis, est-ce qu'il existe des échelles ou des outils qui nous aident dans l'évaluation du risque de chute globale du patient? Oui, je sais qu'il y en a plusieurs. Par exemple, l'échelle de Morse. Par contre, en tant que pharmacienne, j'utilise peu ces outils. C'est plutôt les infirmières qui vont faire l'évaluation du risque de chute dès l'admission, puis périodiquement, comme au retour d'une hospitalisation ou lors d'un changement dans la condition de santé de la personne. Puis, suite à leur évaluation, je vais avoir une discussion avec les infirmières sur les risques de chute de chacun de nos patients pour pouvoir prioriser mes interventions. Donc, on voit vraiment l'importance de la collaboration interprofessionnelle. Tout à fait. Puisque les chutes sont souvent multifactorielles, le travail en interdisciplinarité est très important. Parfait, merci beaucoup pour tes réponses bien éclairantes. Puis maintenant, pour illustrer un peu notre discussion, j'aimerais te proposer un cas. Tu es la pharmacienne en CHSLD et le médecin vient te voir pour une de vos patientes qui s'appelle Madame Z. Elle a 82 ans et Madame Z a été admise il y a 6 mois dû à son trouble neurocognitif majeur avancé qui a grandement affecté son autonomie et qui a mené à l'épuisement de son conjoint qui n'était plus en mesure de s'occuper d'elle. Madame Z a chuté 3 fois dans le dernier mois et on sait qu'elle a plusieurs comorbidités et plusieurs médicaments. Quel serait ton premier réflexe en réponse à cette demande? Merci, Mathieu, pour ce beau cas. C'est vraiment un exemple de situation que je vois beaucoup dans ma pratique. Évidemment, comme pharmacienne, la première chose que je vais faire, c'est de faire un survol de sa liste de médicaments. J'ai aussi regardé ses diagnostics. Puis ensuite, je vais me demander pourquoi est-ce que Mme Z a chuté? Quelles sont les causes possibles? Je vais aller chercher le plus d'informations sur les circonstances entourant les chutes pour voir s'il y a des éléments causaux qu'on peut prévenir. Je parle de collecte d'informations, mais en CHSLD ou chez plusieurs personnes âgées, comme c'est le cas de notre Madame Z, il y a quand même un grand nombre de patients qui sont atteints de troubles neurocognitifs, ce qui peut parfois rendre l'histoire pharmacothérapeutique difficile. Effectivement, il arrive souvent de ne pas trouver de cause claire de pourquoi madame a chuté ou d'avoir un bon historique au moment de l'admission. Mais en discuter avec l'équipe interdisciplinaire puis en discuter avec les proches de la personne peut vraiment nous aider. Parfait. Donc, pour faire ton analyse de la pharmacothérapie, quelles sont les autres informations que tu vas aller chercher?
Je vais d'abord m'informer sur la prise réelle des médicaments pour faire le meilleur schéma thérapeutique possible. Je vais donc revoir l'observance, à quel point les médicaments qui sont prescrits aux besoins sont utilisés. Est-ce qu'il y a prise de médicaments en vente libre, produits de santé naturels, alcool, drogue, tabac? Ensuite, je vais me demander, est-ce que je suis capable d'associer chaque médicament prescrit à une indication? Est-ce qu'il y a cascade médicamenteuse, interaction, effets secondaires? Puis, je vais voir c'est quoi les laboratoires récents, c'est quoi les objectifs de soins de la patiente, quelle est son espérance de vie approximative. Et pourquoi est-ce que tu t'intéresses à l'espérance de vie? Parce que ça nous permet de réévaluer la pertinence de certains médicaments. Donc, on va se poser la question, est-ce que mon patient a une espérance de vie assez longue pour bénéficier du traitement prescrit? Pour vous donner une idée, en CHSLD, la moyenne d'espérance de vie est de 2 ans et plus de la moitié vont décéder dans l'année suivant leur admission. En 2025, l'espérance de vie moyenne au Québec était de 83 ans. Donc, est-ce que tu peux nous donner un exemple un peu plus précis? Oui, donc on connaît tous, par exemple, le score de risque de Framingham qui permet de calculer le risque de maladie cardiovasculaire sur 10 ans et qui aide à la prise de décision de débuter une statine en prévention primaire. Si on prend l'exemple d'un patient en CHSLD qui a 70 ans et que son espérance de vie a été jugée à 1 à 2 ans, la pertinence du calcul du risque de Framingham et de la prescription d'une statine en prévention primaire devient peu pertinente car on ne verra pas les bénéfices cardiovasculaires sur 10 ans. Parfait, je pense qu'on comprend mieux maintenant. Donc, si on revient à notre cas, disons que Madame Z prend du lorazépam régulièrement au coucher pour de l'insomnie. Quel est ton conseil pour encourager tes patients, comme Madame Z, à sevrer ou à cesser leur benzodiazépine? Premièrement, j'ouvrirai la discussion avec Mme Z sur sa perception du médicament et je l'informerai des risques qui sont associés. Souvent, quand on parle d'effets secondaires sur leur fonction cognitive, ça permet de créer une ouverture à la discussion. Il faut aussi faire des suivis adaptés aux patients. Donc, parfois, on a des patients qui sont plus anxieux, qui vont avoir besoin de plus de support de notre part pendant le sevrage. Donc, nos encouragements et leur faire ressentir qu'on est disponible pour eux peut vraiment faire la différence. Il faut les aider aussi à remplacer leurs médicaments par une bonne hygiène de sommeil. Donc, en CHSLD, ça se traduit par soit encourager nos patients à participer aux activités de loisirs, éviter le café en après-midi ou le substituer par du décaféiné, maximiser l'entrée de lumière en ouvrant les rideaux durant le jour, éviter les siestes après 14 heures. Donc, on peut adapter tous ces conseils à notre patient. Puis, si c'est accessible, on peut proposer la thérapie cognitivo-comportementale qui s'est démontrée efficace pour traiter l'insomnie. Donc, de bonnes mesures non pharmacologiques, on peut dire. Exact. Donc, disons qu'en discutant avec Madame Z, tu remarques qu'elle a un pot de diphenhydramine sur sa table de chevet. Comment est-ce que tu gères ça? Il arrive souvent d'avoir des patients qui se procurent par eux-mêmes ou qui apportent de leur maison des médicaments en vente libre, d'où l'importance de bien faire notre collecte de données à l'admission, comme on en avait discuté plus tôt. Donc, la diphenhydramine, c'est un médicament qui est hautement anticholinergique. Donc, on essaie de l'éviter le plus possible en gériatrie. Avec ma patiente, je questionnerais l'indication du médicament et j'essaierais de lui proposer des autres options plus sécuritaires. Est-ce que tu peux nous rappeler le mécanisme des médicaments anticholinergiques? Oui, les médicaments anticholinergiques empêchent l'action de l'acétylcholine. Puis l'acétylcholine, c'est un neurotransmetteur qui a plusieurs fonctions importantes au niveau physique et mental. Il existe plusieurs médicaments qui possèdent une activité anticholinergique comme les antipsychotiques, les opioïdes, les antihistaminiques, les médicaments pour l'incontinence urinaire. Puis lorsque ces médicaments sont combinés, on va avoir des effets qui s'additionnent. Donc, plus la charge anticholinergique est élevée, plus le risque d'effet secondaire est élevé. Ça inclut les chutes, les troubles de la mémoire, les troubles de concentration, une vision brouillée, la rétention urinaire, la constipation, la bouche sèche. Puis, pour nous aider à calculer la charge anticholinergique des médicaments, je vous propose l'outil ACB Calculator. Donc, c'est sur un site sur lequel on peut rentrer le nom des médicaments, puis ça va nous donner un score à la fin pour savoir c'est quoi le risque anticholinergique ou la charge anticholinergique de notre patiente. Donc, un outil qui a l'air quand même bien utile. Puis par la suite, disons que Mme Z prenait aussi des antihypertenseurs. Comment est-ce que tu gères ça? Je regarderai ses valeurs de tension artérielle et les résultats de tests d'hypotension orthostatique s'il y en a.
Dans certains cas, je peux aussi les prescrire là, si je sens le besoin de le faire. Et puis, on sait qu'il y a certains antihypertenseurs comme la clonidine et les alpha-bloqueurs comme téraceusin, prazosin, qui sont à éviter en gériatrie car ils ont un risque d'hypotension orthostatique plus élevé que d'autres antihypertenseurs. Puis à titre de rappel, à quoi correspond l'hypotension orthostatique et comment est-ce qu'on la mesure? L'hypotension orthostatique, ça se définit comme une baisse de la tension artérielle systolique de 20 mm de mercure ou plus ou une baisse de la tension artérielle diastolique de 10 mm de mercure ou plus quand on passe de la position couchée ou assise à la position debout. Parfois, si les mesures non pharmacologiques et l'ajustement des médicaments n'ont pas fonctionné pour traiter l'hypotension orthostatique, il peut être nécessaire d'utiliser des mesures pharmacologiques. Parfait. Puis, par rapport à la pression artérielle, est-ce que les cibles de pression artérielle sont différentes chez la personne âgée par rapport à la population générale? Oui, parce qu'il n'y a pas vraiment de cible clairement établie chez la personne âgée fragile, comme on retrouve en CHSLD. On parle beaucoup de l'étude SPRINT qui a démontré qu'un contrôle plus serré de la tension artérielle aurait des bénéfices chez les personnes âgées robustes ou légèrement fragiles. Mais SPRINT, malheureusement, ne s'applique pas vraiment à notre clientèle en CHSLD, puisque en CHSLD, on trouve beaucoup de troubles neurocognitifs, des espérances de vie limitées, une fragilité très importante. Certaines études ont même démontré une augmentation de la mortalité et de la morbidité avec des pressions trop basses chez cette clientèle. Donc, dans ma pratique, je dirais que pour la plupart de mes patients, je souhaite avoir une tension artérielle systolique en haut de 120 et en bas de 150, 160, mais on veut surtout éviter les hypotensions orthostatiques. Donc, en résumé, il n'y a pas de cible de traitement clair chez nos patients en CHSLD. Il faut vraiment individualiser les cibles selon le contexte. Donc, on a parlé des cibles de pression artérielle, mais si Mme Z était diabétique, quelles seraient les cibles de glycémie afin de bien gérer ses hypoglycémias? On sait que les hypoglycémies sont beaucoup plus dangereuses que les hyperglycémies, surtout chez les personnes âgées. Les cibles de glycémie vont donc refléter ça. Donc, pour l'hémoglobine glyquée, selon le niveau de fragilité, l'espérance de vie, la cible sera généralement de 7,1 à 8,5 % et les cibles de glycémie capillaire à jeun seront entre 6 et 12 millimoles par litre. Puis, est-ce qu'il y a certains médicaments contre le diabète qui causent plus d'hypoglycémie que d'autres? Oui, comme les sulfonylurées, la ripaglinide, l'insuline à courte action sont plus à risque d'hypoglycémie. D'ailleurs, on essaie d'éviter les échelles d'insuline en CHSLD parce que ce n'est pas une méthode efficace pour contrôler le diabète. C'est aussi à plus grand risque d'hypoglycémie et d'erreurs lors de l'administration. Donc, Christine, chez Mme Z, on a identifié plusieurs médicaments potentiellement inappropriés. On a parlé de benzodiazépines, d'antihypertenseurs, de médicaments contre le diabète et encore plus. Mais comment est-ce qu'on fait pour décider par quel médicament commencer? J'imagine qu'on ne fait pas nécessairement un sevrage de tous ces médicaments en même temps. Il n'y a pas de recette magique. Idéalement, on commencerait par sevrer un médicament à la fois seulement en établissant une liste de priorités. Donc, on commencerait avec les médicaments qu'on sait qui causent des dommages pour notre patiente. Puis ensuite, on enlèverait ceux qu'on suspecte qui causent des effets indésirables. Puis, on irait aussi beaucoup selon les préférences du patient. Donc, au moment de l'admission, qu'est-ce qui m'aide beaucoup, c'est de réviser tous les médicaments et leurs indications avec mes patients et leurs proches et comparer les risques et les bénéfices de chacun. Ça va vraiment nous aider. Puis, des fois, nous, on pense à sevrer un médicament en premier, mais pour notre patiente, il y en a un autre qui est plus important. Donc, vu qu'il n'y a jamais de bonne réponse, bien, des fois, on va aller avec ce que la patiente nous dit. Toujours centrer les soins sur les patients, dans le fond. Exact. Et pour nous aider à prioriser ces différents médicaments, est-ce qu'il y a des outils qui existent pour nous aider? Pour approfondir nos connaissances en gériatrie, je vous recommande le Roche GQ et les outils du regroupement de pharmaciens experts en gériatrie de la PES. Aussi, pour identifier les médicaments potentiellement inappropriés, on a les critères de Beers, les critères Stop Start, Stop Fall, Stop Frill, la liste du US Forta qui peuvent tous nous aider. Pour des algorithmes pour nous aider à faire de la déprescription, je vous recommande deprescribing.org. Puis, dans les fiches du Roche GQ, on a aussi des algorithmes utiles.
Puis, pour réviser la médication dans son ensemble aux fins de des prescriptions, il y a différentes méthodes qu'on peut utiliser, dont la méthode BRP, bienfait risque plan, la méthode Iceberg et un outil qui s'appelle l'aide au processus de révision de la médication en gériatrie, développé par une pharmacienne au CIUS de la capitale nationale que je trouve très aidant. Pour les pharmaciens qui travaillent en CHSLD, je recommande aussi le guide médical en soins de longue durée qui a été développé par l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Ce guide s'adresse initialement aux médecins, mais c'est ouvert pour tous les professionnels de la santé qui œuvrent en CHSLD et je trouve qu'il y a vraiment des bons outils, des bonnes conférences offertes. Parfait. Donc, ce sont de bons outils qu'on va mettre en référence du balado. Donc, Christine, tu es pharmacienne en CHSLD. On connaît que les projets Opus AP et PEPS qui ont été déployés en CHSLD aussi. Donc, comment est-ce que ces projets-là se traduisent dans ton milieu et dans ta pratique? Oui, c'est grâce à ces deux projets, le pharmacien en CHSLD peut vraiment faire valoir son expertise. PEPS, c'est l'acronyme pour le projet d'évaluation et de personnalisation des soins. Dans ma pratique, je vais beaucoup me faire convoquer par les infirmières et les médecins où je vais moi-même entreprendre la révision et l'ajustement de la médication, que ce soit suite à l'admission, suite à une chute, à une hospitalisation, en cas d'effet secondaire, en cas de non-atteinte de cible de traitement, comme pour le diabète, l'hypertension artérielle, la douleur et plusieurs autres conditions chroniques. Je vais aussi initier des médicaments en vente libre, par exemple, pour traiter des conditions mineures comme la dermatite d'incontinence ou la constipation. En contexte de polypharmacie, qui touche presque tous mes patients, je peux effectuer des prescriptions de manière autonome, tout en communiquant avec l'équipe médicale les interventions que j'ai faites. PEPS a donc vraiment augmenté l'autonomie des pharmaciens quant à la déprescription et à la prescription des médicaments. Ça résulte en un meilleur usage des médicaments et à une diminution de la polypharmacie et des médicaments potentiellement inappropriés. Parfait. Qu'en est-il pour Opus AP? Opus AP, c'est l'acronyme pour optimiser les pratiques, les usages, les soins et les services antipsychotiques. Le but, c'est d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées qui sont atteintes de troubles neurocognitifs majeurs en assurant un usage optimal des antipsychotiques. Et pourquoi est-ce que c'est important de surveiller l'usage des antipsychotiques? Parce que les antipsychotiques, pour traiter les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence, qu'on nomme SCPD, ont démontré une augmentation des risques d'AVC, de chute et de mortalité, sans compter l'impact sur la qualité de vie par, entre autres, les effets anticholinergiques et les réactions extrapyramidales. Idéalement, les antipsychotiques devraient être utilisés sur la plus courte durée possible à la dose minimale efficace, seulement s'il y a échec aux mesures non pharmacologiques et si la personne est un danger pour soi ou pour les autres. Les troubles neurocognitifs évoluent dans le temps, donc les symptômes associés, les SCPD aussi. Il faudrait donc réévaluer les antipsychotiques pris à chaque 3 à 6 mois. D'accord. Donc, maintenant, Christine, dans ton milieu, est-ce qu'il y a un exemple de ta pratique en CHSLD qui t'a particulièrement marqué? Oui, l'avantage de travailler en CHSLD, c'est de pouvoir voir en temps réel et à long terme les changements de médicaments qu'on effectue. Par exemple, il m'arrive de recevoir des patients de l'hôpital ou du domicile avec qui je n'étais pas capable de communiquer et j'attribuais cela à son trouble neurocognitif majeur. Puis, j'ai vu qu'en déprescrivant leur antipsychotique, ils recommencent à parler ou à interagir avec les autres. Puis, je me fais dire par les préposés aux bénéficiaires que les soins d'hygiène sont plus faciles parce que le patient est capable de se mobiliser, que les familles viennent me voir pour me dire qu'enfin, ils reconnaissent leur père, leur mère. Puis, c'est vraiment quelque chose que je trouve de vraiment gratifiant. C'est vrai que c'est toujours très gratifiant. Puis maintenant, de façon un peu plus générale, pour ceux qui sont peut-être un peu moins familiers avec le milieu, comment est-ce que tu trouves ta pratique en CHSLD? Oui, on se rappelle qu'un CHSLD, c'est un centre d'hébergement et de soins de longue durée. C'est donc un milieu de vie avant tout. Les gens habitent au CHSLD. Pour nous, c'est un grand avantage comme cliniciens parce qu'en étant chez eux et en ayant du personnel soignant 24 heures sur 24, on a accès à beaucoup d'informations pour faire nos ajustements et nos suivis. On peut vraiment développer des bons liens avec les patients et leurs familles. Puis, dans mon CHSLD,
pour mon cas, je ne fais aucune distribution de médicaments. C'est envoyé à des pharmaciens en impartition. Puis ça me permet vraiment de me concentrer beaucoup sur Opus AP et PEPS. Donc, je fais beaucoup de cliniques dans ma pratique. Mm-hmm. Puis, on offre aussi des soins palliatifs en CHSLD. Puis, ça apporte un côté très intéressant à la pratique. C'est vrai que c'est une pratique très intéressante. Vraiment. Donc, Christine, on arrive à la fin du balado. Quel est ton message clé pour les auditeurs? Mon mot de la fin serait « Mieux vaut prévenir que guérir ». Donc, il ne faut pas attendre une chute avant de réviser la médication parce que ça prend une seule chute pour avoir des lourdes conséquences. Puis, dernièrement, on entend beaucoup « Mieux vaut prévenir que prescrire ». Donc, ça aussi, c'est très important pour réduire la polypharmacie. Parfait. Donc, merci beaucoup, Christine Epicane, de ta participation à cet épisode. Les auditeurs sont maintenant mieux outillés pour prendre en charge la pharmacothérapie de leurs patients ayant chuté. Merci. Quant à vous, chers auditeurs, on se retrouve le mois prochain. À bientôt.